Bonsoir à tous et bienvenue. 12 nouveaux districts autonomes verront le jour d'ici la fin du mois de juin avec la nomination à leur tête de 12 ministres-gouverneurs, annonce ce mercredi du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le Salon international de la défense et de la sécurité se poursuit en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, a visité les stands. Il a salué la présence de solutions aux défis sécuritaires africains. Et puis la CEDEAO qui se dit rassurée par les garanties des nouvelles autorités maliennes. Elles promettent un retour au pouvoir des civils d'ici 2022. Je vous le disais donc, le président Alassane Ouattara annonce la création de 12 nouveaux districts autonomes. C'est une réforme de 2014. Ils seront dirigés par des ministres-gouverneurs qui seront nommés d'ici la fin du mois de juin. Pour rappel, seuls les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro existent à ce jour. Pierre Dipomela. 12 nouvelles subdivisions administratives annoncées pour faciliter la mise en œuvre des politiques publiques, mais aussi pour un développement équilibré et harmonieux à l'intérieur du pays. Cette réforme date de 2014. Elle prévoit la création de 12 districts autonomes, en plus des 2 existants que sont Abidjan et Yamoussoukro. Des ministres-gouverneurs seront nommés à cet effet d'ici fin juin, a indiqué le président Alassane Ouattara à l'entame du Conseil des ministres de ce mercredi. Il apparaît nécessaire de poursuivre le maillage territorial par la création de 12 nouveaux districts. Cette décision permettra la mise en œuvre des projets de l'État dans toutes les localités du pays, à travers une surveillance et une supervision plus accrues. Les districts autonomes seront dirigés par des personnalités qui seront nommées en tant que ministres-gouverneurs. J'ai instruit M. le Premier ministre à l'effet de prendre toutes les dispositions pour que la création des nouveaux districts n'ait pas d'impact budgétaire important cette année. Dans ce cadre, la répartition des impôts, initialement rétrocédée au district autonome d'Abidjan et de Yamoussoukro, sera étendue aux 12 nouveaux districts. Je voudrais préciser que le personnel du district autonome sera aux 2/3, composé de fonctionnaires mis à sa disposition, et un cadre organique des emplois sera fixé par décret pris en Conseil des ministres. Le Premier ministre et moi-même procéderons aux consultations dans les jours qui viennent et espérons pouvoir nommer les ministres-gouverneurs à la fin de ce mois de juin. Un district autonome est composé au moins de 2 régions. Ce sont donc le Bassa-Sandra, la Comoé, le Denguélé, le Lodjibois, les lacs, les lagunes, les montagnes, le Sassandra-Maraoué, la savane, la vallée du Bandaman, le Haut-Roba et le Zanzan qui seront érigés en district autonome. Dans le district autonome d'Abidjan se poursuit depuis hier le Salon international de la défense et de la sécurité. Ce mercredi, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, a visité les stands de ce salon de l'armement. Il a salué la présence de solutions aux défis sécuritaires africains. Timé Danger, Tanguy Conan. Une colonne de l'armée française mène une patrouille. Sur sa route, des terroristes embusqués. Le premier véhicule dans le viseur. La force ennemie ouvre le feu. La riposte est immédiate. La colonne peut alors poursuivre sa progression après avoir neutralisé l'ennemi. Autre tableau, un homme, arme à feu en main, menace des soldats en opération. L'unité cynophile est en première ligne pour lever l'obstacle. Cette démonstration dynamique met en scène des hommes, de l'infanterie et du génie des forces armées françaises en Côte d'Ivoire. Ils participent, à l'instar de leurs frères d'armes ivoiriens, aux manœuvres militaires au menu du 6e Salon international de la sécurité et de la défense. Les exposants de cette édition, en provenance de 25 pays à travers le monde,
ont pour hôte du jour le ministre d'État ivoirien en charge de la défense. Il s'imprègne des produits proposés dans les différents stands. Un qui sert pour des patrouilleurs et on a également une gamme pour des navires de surface, des corvettes, etc. C'est équipement qui est utilisé dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Au terme de la visite, Téné Birahima Ouattara est satisfait. On me parle de 95 exposants et je dois dire que ce que j'ai vu est vraiment impressionnant. Vous avez donc toutes les gammes de moyens de défense et de sécurité indispensables à une armée moderne, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la protection des frontières, que ce soit au niveau de l'armement. Toutes les solutions sont réunies à ce salon. Ce salon a ouvert ses portes hier mardi. Le premier jour a été marqué par des démonstrations dynamiques des services offerts par des structures spécialisées des forces ivoiriennes. Il s'agit notamment de l'UIGN, de la DITT et des forces spéciales qui ont mis en selle ces tireurs de précision. On a aussi plus de précisions sur le retour de l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo. Il sera bel et bien à Abidjan le 17 juin prochain. Il arrivera à bord d'un vol Bruxelles Airlines à 14h30. C'est ce que révèle ce mercredi son porte-parole et ex-ministre du budget, Katinan Koné. C'était au cours d'un déjeuner avec la presse. Brice Niawa, Karine Kassi. La date du 17 juin semble se confirmer pour le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Assurance donnée ce mercredi par son porte-parole Justin Koné-Katinan. L'avion de la compagnie Bruxelles Airlines, transportant l'ex-chef de l'État, devrait atterrir sur le coup de 14h30 d'Abidjan. Le retour du président Laurent Gbagbo s'impose. Il s'impose pour trois raisons fondamentales. La première raison, elle est d'ordre légal. Il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, qui est un aspect d'ordre moral. Moralement, la Côte d'Ivoire ne peut plus se faire le luxe de voir ses enfants en exil. La troisième raison, elle est d'ordre politique, en déclarant de façon solennelle que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé pouvaient rentrer au pays à tout moment comme il le souhaitait. Le gouvernement ivoirien entendait respecter ses engagements internationaux et c'est une fierté pour nous que notre pays puisse respecter ses engagements internationaux. Le gouvernement ivoirien associé à cette organisation n'aurait formulé aucune restriction, selon Katinan Koné, avant de poursuivre que ce retour en Côte d'Ivoire est un événement politique et social majeur pour la réconciliation nationale. En Côte d'Ivoire, on compte plus de 400 000 personnes en situation de handicap et trouver un emploi est loin d'être évident pour eux. Pourtant, derrière ce handicap se cachent de nombreux talents, des talents qui ne demandent qu'à s'insérer dans la société ivoirienne. Et pour trouver leur place justement, beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat. Brice Niawa, Harouna Zeba, Fulgence Kissiedou. La vulnérabilité des personnes en situation de handicap physique ou sensoriel les réduit parfois à la mendicité, faute d'aide familiale ou institutionnelle. Mais le handicap n'est pas une fatalité pour nombre d'entre eux. Hommes comme femmes, dans divers secteurs d'activité, entreprennent de plus en plus et s'en sortent bien. J'ai choisi ce métier parce que je voulais apporter la santé à mes frères et sœurs qui souffrent de ces douleurs lombaires, hernie discale. Puisque nous ne voyons pas. Donc les gens s'adonnent facilement à nous par rapport à un voyant. Le massage permet à l'homme de gagner sa vie. Puisque moi-même j'ai une fille et j'ai ma fiancée qui est là. Mais je m'occupe bien de ma fille à travers le massage que je fais. Moi, je ne conseille pas la facilité à mes frères et sœurs. Donc, ça met beaucoup de courage pour pouvoir avoir quelque chose venant d'eux-mêmes. On peut te donner demain et après demain. Et c'est la personne va te donner encore. C'est pour t'insulter, t'humilier. Tu vois, c'est pas facile. Un avis que partage ce cordonnier infirme des pieds. Installé avec un petit budget, il répare et fabrique des chaussures. Une activité qui lui permet de vivre dignement. La cordonnerie, ça nourrit vraiment son homme. Voilà, avec ça, il faut dire non, j'arrive même à louer un petit appartement
voilà, qui paye chaque fin de mois. Voilà, moi avec ma petite fille, voilà, nous sommes là-bas ensemble. En tant qu'une personne handicapée, lorsque vous êtes indépendant, vraiment, vous êtes respecté dans votre famille. Voilà, parce que même si vous pouvez donner moins à 500 francs même à maman, déjà que l'information va, en tout cas vraiment, voilà, vous êtes respecté. Un changement de mentalité qui s'explique par une sensibilisation et un encadrement social plus proche de ces personnes handicapées. Que les initiatives que le gouvernement prend ou des structures du secteur privé prennent pour pouvoir permettre l'auto-emploi des personnes handicapées sont de très bonnes initiatives. Et donc, lorsque on voit que certains parmi nous ont réussi ou sont en train de réussir, n'est-ce pas, à s'insérer grâce à l'auto-emploi, c'est vraiment encouragé à saluer. Parfois, quand nous avons des interlocuteurs, ils ne voient pas l'autorité qui est devant, devant lui. L'interlocuteur voit plutôt une personne handicapée. Bon, donc ils ont tendance à rabaisser les gens. Or, quand on est handicapé, on n'a pas besoin d'appuyer des gens. Quand on est handicapé, ce qu'on veut, c'est un regard valorisant qui nous permet de pouvoir nous affranchir. Naturellement, cette vulnérabilité fait qu'on n'a pas tous la même réaction vis-à-vis des difficultés. Il y a d'autres qui, malheureusement, penchent pour la facilité, tendent la main pour espérer recevoir quelque chose. Donc, beaucoup s'y adonnent. C'est déshonorant, ça fragilise un peu la lutte que nous menons, de valoriser, de faire la promotion des personnes en situation de handicap. Le chantier est tellement vaste et les problèmes sont tellement nombreux qu'il faut une volonté politique véritablement affichée de pouvoir régler ça. Au-delà de ces initiatives, la situation des personnes handicapées reste un chapelet de problèmes à résoudre, selon Raphaël Daubeau, qui appelle à davantage d'engagement et d'assistance des pouvoirs publics. L'engagement des médias dans la lutte contre la migration irrégulière et notamment par la sensibilisation sur les dangers de ce fléau. C'est ce que demande l'UNESCO aux médias ivoiriens autour d'un déjeuner ce mercredi. Les journalistes ont été invités à, je cite, donner un visage humain à la migration. Salif Yadekwe, Harouna Zeba. Ex-migrant au Koweït, Félix Indri connaît parfaitement les difficultés de ce voyage périlleux. Le jeune homme a décidé de s'investir dans la sensibilisation, lui qui sait mieux que quiconque les déboires de l'aventure migratoire et invite les jeunes à délaisser l'Eldorado européen pour vivre le rêve ivoirien. J'ai été exploité dans le désert, au Koweït, sans salaire. Je travaille même parfois de 5 h du matin jusqu'à 2 h. Je tourne en rond dans le sable, dans le désert, avec des bêtes. Et vers la fin, c'est des menaces de mort. Très souvent, on le dit que je suis là, je ne travaille pas, pourquoi ne pas y aller? Mais tu ne sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. Cette sensibilisation des jeunes Africains par les médias est un projet initié par l'UNESCO dans 8 pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire. Il a été présenté à Abidjan aux acteurs de médias. L'objectif, c'est de rassembler les médias. Nous avons eu beaucoup d'éditeurs en chef des grands médias ici de la Côte d'Ivoire qui étaient présents de manière à les inviter à écrire des articles, à faire des productions journalistiques, audiovisuelles sur le sujet de la migration, de manière à ce que les jeunes puissent être prévenus des risques migratoires, donc de la migration irrégulière, mais surtout puissent aussi avoir l'information sur la migration régulière. Il ne s'agit pas de condamner la migration, il s'agit de faire attention et de criminaliser la migration irrégulière, c'est-à-dire la migration qui ne respecte pas les lois des pays de départ, les lois des pays de transit et les lois des pays d'accueil. C'est de ça qu'il est question. Et la Côte d'Ivoire a engagé énormément d'actions pour lutter contre la migration irrégulière. Ce projet de sensibilisation contre la migration irrégulière est financé par le gouvernement italien. Dans l'actualité internationale, une mission de la CEDEAO dépêchée au Mali après le 2e coup d'État militaire en 9 mois, pas rassurée par les engagements pris par le nouveau président de transition, le colonel Assimi Goïta. Il promet un retour des civils au pouvoir d'ici à 2022. On fait le point avec Salif Yadekwe.
La CEDEAO, qui a dépêché une mission à Bamako au Mali, part rassurée ce mercredi après des engagements du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. On a pris note de la mise en œuvre d'une décision qui avait été prise à Accra, à savoir la nomination du Premier ministre, qui est intervenu hier. Nous avons été rassurés par le président de la transition et le Premier ministre sur le respect dans le cadre de la transition ici, des paramètres qui ont été définis à Accra. Et ça, c'est très important, notamment le respect de la durée de la transition qui doit prendre fin au niveau surtout des élections présidentielles dans le délai imparti de fin février 2022 et des autres élections également. Les sanctions qui ont été prises, c'est la suspension du Mali des institutions de la CEDEAO. Ça, évidemment, c'est lié au fait qu'il y a eu un coup d'État qui a été condamné par la communauté. Et donc, il s'agira de voir rapidement quand est-ce que, comme on revient dans l'ordre constitutionnel normal, et à partir de là, les chefs d'État évalueront la situation par rapport à cette sanction. La mission également reçue de la part du président et du Premier ministre de transition lors de leur rencontre avec eux des assurances quant au fait qu'ils ne se présenteraient pas à la présidentielle de 2022, comme exigé lors de son sommet extraordinaire du 30 mai sur le Mali, à en croire le président de la commission. La CEDEAO a suspendu le Mali de ses institutions après un deuxième putsch en 9 mois qui, le 24 mai, a porté de facto le colonel Goïta à la tête de ce pays, pris depuis près de 10 ans dans la tourmente sécuritaire et politique. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure. Excellente soirée à tous.